On a quelque chose de commun tous, c'est cet ADN de la solidarité et de la générosité. Parce que les entrepreneurs ne sont pas que là pour aller gagner des profits. Une vie sans engagement est une vie fade. Qu'est-ce qu'on risque ? Obtenir du bonheur ? Le bien de tous et l'affaire de chacun. Vous écoutez Génération Bien Commun. Je suis Thomas Tixier et tous les 15 jours, je reçois un invité qui s'engage au service du bien commun. Ensemble, nous discutons de son parcours, de ce qui l'anime au quotidien et de ses actions concrètes en faveur de la société. Rejoignez-nous dans ce podcast pour découvrir des échanges sans tabou avec ceux qui osent s'engager. Bonjour chers amis, bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast de la Nuit du Bien Commun. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire derrière le pitch d'Alexandre. Salut Alexandre, comment vas-tu ? Bonjour Thomas, eh bien ça va super bien, il fait pas trop mauvais, on arrive vers le printemps et les beaux jours, du coup moi moralement ça va toujours bien quand c'est comme ça. Ah, trop bien. Bon, cher Alexandre, nous on s'est rencontrés il y a 2 ans maintenant au pitch à la Nuit du Bien Commun à Lyon. Oui. C'était une belle édition, je m'en souviendrai longtemps parce que quand je préparais les lauréats, tu sais, j'avais eu cette petite phrase malheureuse de vous expliquer de vous camper les pieds bien ancrés dans le sol. Et puis tu étais arrivé en fauteuil, tu m'as regardé droit dans les yeux et tu m'as dit, voilà, là j'ancre bien mes pieds dans le sol, c'est ça, qui nous avait fallu un bon moment de fou rire tous ensemble. Je m'en rappellerai souvent. Effectivement, oui, comme tu l'avais vu à ce moment-là, je suis en fauteuil roulant. Et j'ai beaucoup d'humour et du coup de décalage par rapport à mon handicap sur toutes ces petites situations. Et il y a plein d'expressions qui existent, plutôt prévues pour les valides qui marchent. Mais du coup, c'est vrai, quand on est en fauteuil, c'est totalement différent. J'aime beaucoup aussi « ça roule » ou « me mettez pas de bâton dans les roues », par exemple. Ah ouais, j'imagine, ouais. Comment tu prends ça, toi ? Tu vois, aujourd'hui, on a un peu tendance à tous essayer de faire attention, et je pense que c'est bon d'avoir cette vigilance, cette attention aux autres, cette ouverture. Pour toi, jusqu'où ça ? Est-ce que ces expressions-là, elles doivent disparaître ? Est-ce qu'il faut y être plus vigilant ? Est-ce qu'il faut y faire attention ? C'est quoi un peu ton retour ? Moi, je pense que il faut qu'on parle de tout et qu'on ne s'interdise rien du tout. J'adore l'innocence des enfants jusqu'à 5-6 ans qui me croisent dans la rue, qui me regardent, qui me posent des questions et auxquelles je réponds très très volontiers. Pourquoi j'ai des roulettes ? Pourquoi j'ai un fauteuil ? Pourquoi il fait ci ? Pourquoi je marche pas ? Je réponds toujours très très bien et avec beaucoup de bienveillance, je pense, parce qu'il faut expliquer le handicap, il faut le montrer. Et c'est souvent les parents ou les adultes qui sont avec ces enfants qui vont les arrêter, leur dire « Oh là 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 là, arrête d'embêter le monsieur, c'est gênant pour lui ». Et souvent, les parents se retournent vers moi en disant « Excusez le petit, il voulait pas faire de mal ». Mais il fait pas de mal. Je pense que dans notre société, de manière générale, le handicap, il faudrait qu'on puisse le voir encore plus, qu'il soit moteur, cognitif, mental, sensitif, bien évidemment. Et il faut pour cela, faire de la sensibilisation. Et je pense que la meilleure étape pour cette sensibilisation, eh bien, c'est l'école. C'est quand les enfants sont jeunes, pour leur expliquer, parce qu'ils comprennent très, très vite. Et moi, je le vois bien avec mes filles de 6 et 9 ans. Elles ont tout de suite compris les difficultés de leur papa. Elles se sont habituées et elles se sont adaptées. Et du coup, maintenant, elles parlent du handicap comme de quelque chose de totalement normal avec leurs copines. Et il n'y a aucune difficulté. Et alors moi, à mon niveau, au niveau très très local, je fais la mini sensibilisation au handicap moteur à l'école, mais il faudrait qu'il y en ait encore plus dans toute la société. Alors, comment t'en es arrivé là, toi, aujourd'hui, ton handicap, il arrive d'où ? Alors moi, j'ai une sclérose en plaques depuis 2012. La sclérose en plaques, c'est une maladie auto-immune qui représente à peu près 100 000 à 120 000 personnes malades en France. C'est une maladie qui est neurologique, c'est une neuroinflammation du système nerveux. En fait, on a notre propre corps qui se retourne contre nous. J'ai certaines cellules de défense immunitaire qui vont s'attaquer à mon système nerveux central et du coup, au bout d'un moment, à force d'attaquer, ça va abîmer ce qu'on appelle les gaines de myéline et les neurones. Et en fonction des atteintes, ça donnera des symptômes visuels, cognitifs, et moi, c'est essentiellement des symptômes moteurs avec la perte
de l'usage de mes jambes, j'ai commencé à boiter, à puis arriver à courir, puis arriver à faire de sport, devoir marcher avec une canne, puis 2 béquilles, utiliser un fauteuil en mode déambulateur, et après je suis passé en fauteuil manuel, et maintenant je suis même en fauteuil électrique parce que au fur et à mesure la maladie a avancé, et malheureusement c'est une maladie que les médecins ne connaissent pas très très bien. On connaît pas le pourquoi ni le comment. Donc pourquoi telle personne, d'où elle vient, les médecins sont incapables d'y répondre. Et du coup, comme on sait pas d'où ça vient, on peut pas la guérir. Actuellement, il n'y a pas de traitement pour guérir d'une sclérose en plaques, mais il y a des traitements pour essayer d'éviter des poussées ou l'évolution de la maladie. C'est tout ce qu'on a pour le moment. Et moi, je prends pas mal de médicaments, mais c'est plus des médicaments pour pallier les symptômes que je vais avoir, des raideurs, de la spasticité, des douleurs, des choses comme ça. Mais c'est pas des médicaments pour guérir de cette maladie. Ouais, donc la vache, c'est assez. Du coup, j'imagine que c'est assez lourd. Alors, tu me partageais le nombre de kilomètres que tu faisais maintenant que tu étais passé au fauteuil roulant, et je sais que tu la vis avec une résilience qui est assez dingue, parce que tu nous as parlé de l'arrêt du sport, et en même temps, on va aussi pas mal parler aujourd'hui de Hans ANTS, qui est l'association dans laquelle tu es engagé et dont l'un des maîtres mots reste le sport. Oui. Alors du coup, c'est vrai qu'avec ce nouveau fauteuil roulant électrique, je vais d'ailleurs à la salle de sport 2 fois par semaine avec le fauteuil, grâce au transport en commun. Ça m'a redonné de l'autonomie et un territoire d'action presque sans limite, juste la batterie du fauteuil. Mais bon, j'ai 15 bons kilomètres devant moi, donc je peux quand même aller loin. Et j'arrive à faire 25 kilomètres par semaine. Donc c'est pour aller à gauche, à droite, particulièrement à la salle de sport, parce que c'est vital et c'est indispensable pour moi que d'aller dans la salle de sport. J'ai pour habitude de dire que j'ai le kiné qui va s'occuper de raideur sur une jambe, un problème sur une articulation, mais c'est très focus sur un élément de mon corps. Et après, j'ai la salle de sport de l'association Hans qui permet de travailler sur le physique de manière générale et le mental aussi, avec nos enseignants en activité physique adaptée, ou aussi quand on rencontre d'autres adhérents de la salle pour pouvoir se dépenser, discuter, parler de nos difficultés et de nos réussites. Et aller à la salle de sport, c'est des bienfaits physiques, mais aussi psychologiques, et c'est indéniable depuis l'ouverture de la salle. Moi, je donne souvent l'exemple, quand je travaillais encore, j'allais à la salle, un peu fatigué, la tête entre les épaules, pas très motivé, et je repartais à ma voiture. Je mettais 2 fois moins de temps pour repartir à ma voiture parce que j'étais en pleine forme, super motivé. J'avais l'impression d'avoir retrouvé plein d'énergie et de force, alors que le sport, normalement, ça fatigue un petit peu. Tu fais quoi comme sport, du coup? Donc, à la salle sport, on a plusieurs activités qui sont possibles. Moi, je fais particulièrement du vélo à électrostimulation. C'est un dispositif, nous, c'est la marque Motomed, avec un électrostimulateur. Donc, en fait, c'est comme un vélo d'appartement sur lequel on vient s'installer avec nos fauteuils roulants. On n'a pas besoin de se transférer sur un siège spécifique. Donc, avec mon fauteuil roulant, j'arrive devant le vélo. L'enseignant en activité physique adaptée va attacher mes pieds dans les pédales. On va brancher des électrodes sur certains de mes muscles, moi en l'occurrence les quadriceps, c'est les gros muscles des cuisses, et on va relier ces électrodes à l'électrostimulateur. Et dans ce vélo, en fait, on a plusieurs innovations. On a déjà un petit moteur qui peut aider à pédaler, mais on a aussi des capteurs au niveau du pédalage pour savoir où se situe la pédale dans l'espace. Comme vous les valides, quand vous avez la pédale de gauche qui est en haut, votre cerveau, il dit « Ah tiens, si je veux descendre la pédale, il faut que je contracte le quadriceps gauche. » Ce qui vous fait tendre la jambe. Donc, la jambe gauche se tend, ça veut dire que la droite remonte. Et quand c'est la droite, c'est le quadri droit qui se contracte pour retendre. Et comme ça, 1, 2, 1, 2, chacun son tour, et ça permet d'avoir un mouvement de pédalage. Eh bien, nous, c'est exactement la même chose. Quand le vélo a compris que j'avais le pied gauche en haut, l'électrostimulateur va envoyer une impulsion électrique dans l'électrode pour contracter mon quadriceps gauche. Donc, je tends ma jambe et j'ai la jambe droite qui remonte. Et après, c'est le quadriceps droit qui est contracté.
et ça permet de reproduire exactement le même mouvement de pédalage que n'importe qui. Des fois, on peut mettre les quadriceps, les ischio-jambiers, les abdominaux, les fessiers et les dorsaux. Ça va dépendre des besoins de la personne. En tout cas, moi, juste avec les quadriceps, ça permet d'avancer sans aucun souci. Et au niveau de la salle, on a la possibilité de l'utiliser pour les jambes, remettre en mouvement des jambes paralysées, ou pour remettre des bras paralysés. On peut mettre de l'électrostimulation que d'un côté si la personne a des séquelles d'AVC avec une hémiplégie. On peut mettre que sur certains muscles. Bref, les vélos à électrostimulation que nous utilisons à la salle sport permettent de remettre en mouvement n'importe quel membre paralysé. Et c'est une sensation indescriptible. C'est jouissif, c'est psychologiquement super épanouissant parce que on a nos jambes, on les voit les jambes, mais on n'a plus le contrôle de nos jambes. Et du coup, les revoir bouger à chaque fois, et pourtant ça va faire 5 ans que j'en fais, plusieurs fois par semaine, et ben à chaque fois il y a cette fierté de les voir bouger, parce que certes c'est pas mon cerveau qui envoie l'impulsion électrique, mais c'est bien mes muscles qui se contractent, qui font bouger les pédales. Donc il y a cette satisfaction, et de voir ce mouvement, c'est vraiment jouissif pour moi à chaque fois. Et alors, du coup, quand tu pédales, effectivement, tu dis c'est pas ton cerveau qui envoie le signal, mais alors, je suis très mauvais en sciences ou en anatomie, mais toi physiquement, tu le ressens quand même que t'as, j'imagine du coup le bien-être déjà d'aller faire du sport, que n'importe qui peut ressentir quand il fait du sport. Mais est-ce que toi physiquement aussi, tu arrives à sentir pendant l'activité que ça se met en marche et est-ce que tu nous disais tout à l'heure qu'aujourd'hui on connaît mal la maladie. Est-ce que ça, demain, c'est des trucs qui peuvent aussi aider à mieux connaître la maladie? Alors, on a plusieurs profils au niveau de la salle, au niveau des paraplégies, qu'elles soient au niveau de la hauteur de la liaison, et on a certains adhérents qui n'ont plus du tout aucune sensation, ni de toucher, ni de froid, ni de douleur au niveau des jambes. Moi, c'est pas le cas. J'ai uniquement perdu l'usage de la motricité de mes jambes. Si tu me tires les poils ou si on me coupe, on me pince, je vais le sentir. Donc, les contractions musculaires grâce à l'électrostimulation, moi, je les sens. Ce qui explique que j'ai commencé l'électrostimulation petit à petit avant de pouvoir supporter l'impulsion électrique comme elle est actuellement. Ah oui, parce que du coup, c'est une petite décharge. Oui, c'est une petite décharge. Ça fait pas mal. C'est une sensation désagréable. Et comme moi, il n'y a plus d'utilisation et de contrôle de mes muscles, j'ai pas une surstimulation qui va faire que j'empêche le muscle de se contracter. Vous, toi Thomas, par exemple, si on met l'électrostimulation sur un de tes bras, tu vas dire c'est super douloureux, désagréable, parce que automatiquement ton cerveau va essayer d'aller dans le mouvement inverse de l'électrostimulation. Moi, sur mes jambes, j'ai pas du tout ce sentiment. Donc ça fonctionne normalement et c'est un petit peu désagréable, ça picote, mais on n'est pas là pour se faire mal, on est là pour prendre du plaisir. Et en 5 ans, ça a augmenté petit à petit pour pouvoir atteindre maintenant des résultats super intéressants. Et ce qui est très particulier, c'est que du coup, vu que c'est pas un mouvement volontaire, quand je fais du vélo à électrostimulation, je ne suis pas du tout essoufflé. Je suis capable de parler avec la personne qui est à côté de moi et on aurait pu faire, par exemple, l'enregistrement sur le vélo. Tu n'aurais pas vu la différence. Il n'y a aucun essoufflement. Certains ont un petit peu d'essoufflement et transpirent, mais en tout cas, moi, de mon côté, j'ai aucun essoufflement, aucune transpiration. Par contre, je vois que ça travaille parce que mon muscle, lui, se fatigue. Au fur et à mesure de la séance, on est obligé d'augmenter l'électrostimulation, l'intensité électrique pour pouvoir garder la même vitesse. Et alors, pour se donner un peu un aperçu, tu fais combien de kilomètres quand tu fais une séance? Eh bien, moi, sur une séance de 40 minutes, je fais environ 8 kilomètres. Et d'ailleurs, c'était grâce à ces kilomètres que j'avais lancé un défi lors de la nuit du bien commun de 8000 kilomètres si on obtenait nos 50 000 euros. Je pensais pas lancer un tel défi à la salle. Tous les adhérents se sont embarqués là-dedans, que ce soit pour les jambes, les bras, qu'il y ait de l'électrostimulation ou pas. Et les 8000 kilomètres, vous savez en combien de temps on les a fait? Tu sais, Thomas, en combien de temps on les a fait, les 8000 bornes? Écoute, ça fait partie de la toute autre question à laquelle je voulais répondre aujourd'hui. Donc non, je n'ai pas encore la réponse, mais j'ai hâte de le voir.
Et ben, en même pas 6 mois, on avait fait 8000 km tous les adhérents de la salle. Bravo, même moi, quand je l'avais estimé, j'avais estimé sur mes 8000 km par séance et je m'étais dit, ouais, il nous faudra 1 an pour faire ça et puis ça se trouve, on n'y arrivera pas. En 6 mois, tout le monde l'avait fait. Du coup, là, je suis en train de rechercher un défi encore plus fou. Je sais pas lequel pour embarquer tout le monde, mais en tout cas, vraiment tous les adhérents se sont pris au jeu. Et du coup, on a fait autant de kilomètres. Donc, moi, je fais 8 kilomètres par séance. Et grosso modo, en début de séance, je vais pouvoir commencer à 70-80 milliampères pour avoir un pédalage correct. Et en fin de séance, pour avoir à peu près les mêmes résultats, il faudra que je monte à 140 milliampères. Donc, c'est quand même une augmentation assez importante. Mais après, ça vient avec l'entraînement. Plus on fera de l'électrostimulation, plus les muscles seront entraînés et du coup costauds. Mais c'est comme vous quand vous faites du sport. Au début, tu cours 10 minutes, t'es essoufflé très très longtemps. Et puis, tu te rends compte qu'au bout de 6 mois, tu fais un marathon et t'as le même essoufflement. C'est exactement la même chose. Oui, je trouve ça assez fascinant. Et déjà, en vrai, bravo à toute l'équipe pour ces 8000 bornes en 6 mois. C'est super chouette. Vous préparez... attends, avant qu'on rentre là-dedans à fond, je me dis, est-ce que ça vaudrait le coup tu nous reposes un peu le cadre de Hans et de ce que vous y faites, parce qu'on est vraiment rentré à fond dans la partie sportive et tout. Oui. Mais reprenons juste un tout petit peu de hauteur. Est-ce que tu peux nous réexpliquer la mission et la vision de Hans? Alors, Hans, c'est une association qui a été créée en 2015 sous l'impulsion de Vance Bergeron, chercheur à l'École normale supérieure de Lyon, qui est devenu tétraplégique suite à un accident de la route. Et pendant sa très très longue hospitalisation, il a cherché des méthodes pour retrouver la pêche et se sentir mieux. Et il a découvert l'électrostimulation, qui n'existe pas du tout en France. Aux États-Unis, c'est assez développé, mais pas du tout en France. Et il s'est rendu compte aussi d'une chose, c'est qu'une fois sorti de l'hôpital, s'il voulait faire du sport, de l'activité physique adaptée, il y avait très très peu de structures. Et quand elles existaient, elles prenaient pas en compte l'expérience utilisateur et elles n'utilisaient pas du tout de nouvelles technologies. C'était des élastiques, des haltères, des poids. Bref, c'était pas très motivant. Donc, en créant l'association Hans, l'objectif, c'était de pouvoir créer une structure, un lieu qui soit adapté pour les personnes avec un handicap neuromoteur et qui leur permette de faire de l'activité physique adaptée et d'utiliser les nouvelles technologies. Et c'est pour ça, et c'est en mars 2019 que la salle sport de Lyon a été ouverte. C'est alors la toute première salle de sport adaptée au handicap neuromoteur qui permet de faire de l'activité physique adaptée. En grosso modo, on a de la musculation pour le haut du corps puisque comme on n'a pas les jambes, c'est les bras qui poussent les fauteuils. Ou pour faire les transferts, on utilise nos bras. Ce que tu appelles un transfert, pour ceux qui l'ont pas, c'est quand tu quittes ton fauteuil pour te mettre dans ta voiture. Tout à fait. Dans une autre situation que ton fauteuil roulant qui te sert au quotidien à te déplacer, à te mouvoir. Tout à fait. Et du coup, ces appareils, on peut y aller avec nos fauteuils ou pas. Il y a un système de tabouret escamotable. Mais en tout cas, ils nous permettent de muscler le haut du corps, que ce soit les biceps, triceps, pectoraux, dorsaux, tous les muscles. On a différents appareils qui permettent de faire travailler en musculation tous les muscles du haut du corps. On a toute la partie vélo à électrostimulation dont on a parlé au début. Et nous avons aussi des appareils pour faire des ateliers de marche avec un tapis roulant pour la marche ou des barres parallèles auxquels on peut ajouter un harnais de sécurité avec un lève-malade pour faire remarcher, retravailler le schéma de la marche pour des personnes qui ont quelques difficultés de marche. Et on a des adhérents, par exemple, qui venaient à la salle avec une béquille avant et au bout de 6 mois, qui ont laissé la béquille à la maison et qui viennent à la salle sans béquille et qui continuent de travailler leur marche de cette façon-là. Et le dernier atelier qu'on a, c'est la verticalisation, puisque du coup, être tout le temps assis, vous vous en rendez compte, vous vous dites « Ah, j'ai mal au dos, j'ai mal aux fesses ». Mais c'est vrai que quand on est coincé dans un fauteuil, on n'a pas les mêmes réflexes et les mêmes besoins. Et du coup, nous, on a besoin de se verticaliser. Grosso modo, c'est un appareil qui va nous mettre debout et qui nous permet de rester debout 10 minutes, une demi-heure, 1 heure, en fonction des uns et des autres. Donc, on a ces différents ateliers au sein de la salle qui permettent de travailler le haut du corps, les jambes
et le corps de manière générale. Je pense que c'est impressionnant ce qu'on arrive quand même à faire aujourd'hui pour faire en sorte que le corps aille mieux. Et je trouve que c'est aussi un bon message pour ceux qui sont valides, tu vois, de se bouger, d'entretenir aussi un peu, j'allais dire, notre carcasse, parce que ça sert toujours, quoi. Le manger-bouger qu'on nous rabâche à longueur de pub, pour les valides, il est très très recommandé, mais on a l'impression que pour les personnes handicapées, il faudrait limite prouver que c'est important de faire du sport. Mais pour tout le monde, valide ou invalide, physiquement c'est indispensable et moralement aussi c'est totalement indispensable. Et nous c'est le double effet qui se coule à la salle. Il y a le physique, ok, mais il y a toujours cette approche psychologique, ce psychisme qu'on cherche à aider, à améliorer au sein de la salle. Et d'ailleurs nous c'est pas une salle de sport, c'est plus un lieu de vie où on vient faire du sport, où on vient rencontrer des personnes. On va au-delà de la salle de sport vraiment pour travailler ce côté physique, mais aussi ce côté psychologique. Et tu sens toi, entre j'allais dire le début le moment où tu as eu le diagnostic pour ta sclérose en plaques et aujourd'hui, est-ce que l'arrivée du sport et tous les bienfaits de pouvoir aller dans l'assaut, ça t'a montré, ça a vraiment changé ton mindset aussi par rapport à toi-même, ou t'as toujours eu ce côté assez battant, assez un peu humour noir que je te connais par rapport parfois même à la maladie. Ça a toujours été là, ou c'est quelque chose que c'est ton côté battant qui prend le dessus? Je pense que je suis de nature très très positive et toujours battant. Demain est un autre jour. Allez, on repart. Même s'il y a des coups de mou des fois, des grosses fatigues, je suis toujours allez, on repart et demain ça ira mieux. Je pense que la salle sport m'a permis de me sentir encore mieux physiquement à un certain moment et du coup d'avoir peut-être moins de coups de mou, de coups de blues et du coup de continuer d'avancer de la même façon. Et puis comme tout le monde, ça permet de relativiser aussi, j'ai envie de dire. Moi ça me surprend toujours quand j'explique ce que j'ai et les personnes se disent ah c'est la merde ce que vous avez. Et puis les personnes en face de moi, elles vont parler de cancer, de tétraplégie, d'autres problèmes qui, moi, me paraissent beaucoup plus importants. Et à la salle, on est tellement tous différents. Il n'y a pas un seul adhérent qui a le même parcours dans sa maladie et dans son handicap, que du coup, on se rencontre, on discute. Donc, d'un côté, je suis toujours moteur et positif et battant. Et je pense que le fait de venir à la salle, d'avoir ce maintien physique, et de rencontrer d'autres personnes me fait aussi me sentir bien physiquement et psychologiquement. Et puis maintenant que je suis devenu le président de l'association, j'ai aussi envie de me battre pour l'association. Et parce que en France, il n'y a pas que les 100 adhérents de Lyon qui ont besoin de notre solution. Il y a 3 500 000 personnes considérées comme à mobilité réduite. Donc entre 100 et 3 millions, on a quand même pas mal d'adhérents ou de potentiels adhérents qui auraient besoin de notre solution réellement, parce que, encore une fois, je leur dis, c'est vital pour nous, parce que physiquement, c'est indéniable, on a plein d'apports positifs, et alors psychiquement, c'est super intéressant aussi. Et alors justement, comment on peut permettre de développer un peu le modèle de Hans, je veux dire plus loin que Lyon, à tous ces potentiels adhérents, à tout ce marché qui s'offre à toi? Alors nous, actuellement, pour 2024, l'objectif, il est vraiment de trouver le meilleur business plan et le meilleur fonctionnement au niveau financier pour permettre à l'association de tenir la route, parce que actuellement nous avons fait le pari et depuis l'ouverture de proposer une mensualité pour l'abonnement totalement accessible, même pour les personnes handicapées, parce là on parle de handicap moteur, psychique et compagnie, mais on parle pas aussi du handicap social qui est souvent lié aux autres handicaps, parce qu'on a certains de nos adhérents qui n'ont jamais travaillé et qui touchent des minima sociaux comme l'allocation adulte handicapé. Et la volonté de Vance Bergeron à la création, c'était de n'exclure personne. Donc, on est sur une mensualité de 35 € pour accéder à la salle autant de fois qu'on veut, à limiter à 5 fois par semaine. Mais déjà, trouver des adhérents qui viennent 5 fois par semaine au sport, faut être super motivé, il faut avoir le temps. Et utiliser tout ce matériel qui est quand même très spécifique avec le suivi individualisé de nos enseignants en activité physique adaptée. Donc 35 €, c'est vraiment pas cher. On se situe au niveau tarif dans des tarifs plutôt très abordables par rapport à toutes les autres salles de sport.
Donc, on a un modèle économique au niveau de l'association Hans qui est difficile à tenir et qui repose essentiellement sur des subventions publiques actuellement. Pour 2024, l'idée, c'est de pérenniser ce modèle économique pour essayer d'aller chercher de l'argent dans le secteur plus privé ou des fondations, ou d'essayer de développer, de débloquer la situation du sport sur ordonnance avec la sécurité sociale. Quand tu dis débloquer, faut faire passer une loi, un décret? Alors, je dis débloquer parce qu'il existe une loi depuis quelques années sur le sport sur ordonnance. Comme on disait tout à l'heure, faire du sport, c'est bon pour tout le monde. Et pour les personnes handicapées ou en affection de longue durée, eh bien, depuis quelques années, il y a une loi, le sport sur ordonnance. Sauf que la difficulté, c'est que les médecins ne savent pas forcément prescrire ce sport sur ordonnance. Et le gros problème, c'est surtout qu'il n'y a pas de remboursement en face de cette prescription de sport sur ordonnance au niveau de la sécurité sociale. Il n'y a pas d'argent qui a été mis en face de cette loi. Donc, pour le moment, c'est juste une loi qui n'est pas applicable en pratique parce que s'il n'y a pas de sécurité sociale, il n'y a pas de mutuelle qui se met derrière. Donc, on a des difficultés on a une incapacité totale pour se faire rembourser cela. Oui, c'est comme si ton médecin te disait il faut vous soigner, monsieur, et puis tu étais là, oui. Oui, voilà. Sur le papier, je suis d'accord, mais financièrement, c'est pas forcément le choix du moment et j'ai pas la possibilité, etc. Et c'est à ça que sert la sécurité sociale, les assurances. Il suffirait qu'ils te prescrivent un médicament qui coûte 1 500 €. C'est le médicament qui va te sauver. Sauf que, comme il n'y a pas de remboursement de sécu à côté, tu vas pas pouvoir avancer les 1 500 € de ton côté. Donc, tu prends pas ton médicament. Alors, c'est un peu extrême, ce côté-là. Mais il faut qu'on arrive, nous, de notre côté, au niveau de Lyon, à créer ce qu'on appelle une étude d'impact pour pouvoir travailler avec les agences régionales de santé et, du coup, les hôpitaux locaux sur des solutions, des parcours de santé en retour à domicile pour prouver l'impact positif de notre solution. Parce que dès le départ, il a été... l'objectif était vraiment de changer de paradigme et de pensée. Au lieu d'être dans un système curatif où on va payer des journées d'hôpital parce qu'il faut soigner un escarre, des troubles cardiovasculaires, de l'ostéoporose, l'idée c'est de passer de ce modèle curatif à un modèle préventif où faire du sport, ça permet de limiter toutes ces maladies secondaires. Et une journée d'hôpital à 1 000 € ou un abonnement à la salle de sport Hans à 35 €, je pense qu'on a vite compris où on allait gagner de l'argent. Donc, il faut qu'on continue de travailler là-dessus. Donc, nous, on recherche bien évidemment des partenaires privés qui veulent bien nous accompagner dans ce projet extraordinaire pour les personnes handicapées, pour l'inclusion des personnes handicapées, pour cette activité, pour parler de prévention et non plus de curatif et de journée d'hôpital. Et après, nous, on travaille avec des collectivités locales. Par exemple, on vient d'ouvrir une nouvelle salle du côté de Grenoble à la fin du mois de janvier. Eh bien, on a pu l'ouvrir parce qu'on a des acteurs locaux qui nous ont mis une salle à disposition. Je pense par exemple à Agiradom. On a des collectivités locales qui vont nous aider financièrement pour des achats de matériel. Parce que ça, c'est un autre problème du handicap. Mais dès qu'on parle de handicap, ça coûte vite beaucoup plus cher que si c'est pas handicap. Donc, pour le moment, on a ouvert cette nouvelle salle grâce à des partenaires locaux. On aurait besoin de partenaires privés, peut-être plus nationaux, mais aussi qui puissent nous suivre et s'engager dans le temps pour pouvoir pérenniser vraiment le modèle de Hans. Parce que comme tu le disais, que ce soit Paris, Marseille, Nantes, Toulouse, les besoins, ils sont nationaux. Il n'y a aucun problème. Et par exemple, en ce moment, je suis en discussion avec un porteur de projet, une personne qui aimerait bien créer une salle un peu comme la nôtre du côté de Nantes. Et parce qu'aujourd'hui, donc Hans, vous êtes basé à Lyon, mais en soi, ton modèle, il est duplicable en fait, t'en as fait les preuves, tu sais que ça marche, tu sais comment le faire tenir dans le temps. Donc, en fait, tu pourrais le démultiplier à peu près n'importe où en France, quoi. Tout à fait, que ce soit en France métropolitaine ou dans les dom-toms, sans aucun problème. On a imaginé plusieurs modes de développement, soit en propre, avec des salles Hans, des salles adaptées Hans, où il y aurait
du matériel et des professionnels embauchés par Hans, mais ça peut être tout à fait un modèle de label Hans parce qu'on garantit tel fonctionnement, telle philosophie, telle valeur, mais ça pourrait être aussi un développement suivant des petits corners dans des salles de sport, parce que les salles de sport, il y en a à tous les coins de rue. Donc si dans l'audience, là, on a un patron de salle de sport qui nous écoute, eh ben, je lance la bouteille à la mer, hein, qu'on se rencontre, qu'on discute, parce que cette solution a l'avantage de pouvoir mélanger les publics handicapés et valides. Et encore une fois, ça ira dans le bon sens pour tout le monde. Comme on disait au tout début de l'entretien, il faut qu'on parle et il faut montrer le handicap. Donc, pourquoi pas développer des petits coins, des petits corners dans des salles de sport déjà existantes, mais avec le fonctionnement de Hans, le matériel de Hans. Donc, on a plusieurs idées de modèles de développement, mais ça peut s'implanter vraiment de partout. Il n'y a pas de solution extraordinaire ou impossible à monter à droite ou à gauche. Je trouve ça assez chouette que tu lances cette bouteille à la mer, parce que tout à l'heure on parlait de la sensibilisation au monde du handicap, et je pense que c'est aussi un truc qui gagnerait. Tu vois, les salles de sport, pour moi, c'est l'un des endroits où en vrai cette mixité sociale, elle devrait être hyper présente. Aujourd'hui, quand tu vas dans une salle de sport, tu as le sentiment que c'est beaucoup un peu le temple du corps parfait, et que le corps parfait, c'est celui d'un gars valide, super musclé, en hyper forme, pour qui tout va bien, quoi. C'est ma définition de mon corps, hein, deux, trois détails près, hein. Le gars parfait, hyper musclé. Non, effectivement, trêve de plaisanterie. On a besoin de se mélanger, de se montrer. Et je pense même qu'il y a des valides qui seraient intéressés et impressionnés, parce que quand on voit la personne en fauteuil, on dit, oh, bon, lui, il a plus de jambes. Mais quand on voit les kilomètres défiler sur les vélos, là, ça devient intéressant. Et je pense que dans la salle sport, à Lyon, là, on a des adhérents qui soulèvent plus de poids au niveau des bras que des valides. Il y en a, c'est des malades, hein. Ils arrivent à soulever mon poids, grosso modo, rien qu'avec leurs bras, sur certaines des machines. Et peut-être qu'il y a des valides qui auraient tout à en apprendre, et du coup, qui deviendraient un petit peu plus humbles de ce côté-là. Vous préparez un truc en lien avec les JO ? Pas réellement. On a été associé à l'Impact 2024, qui est un programme monté par Paris 2024 pour sélectionner et suivre des projets sur différentes thématiques. On avait été lauréat de l'Impact 2024 pendant 3 ans, 2020, 21, 22. Donc c'est un apport financier, mais aussi des formations et des rencontres avec d'autres porteurs de projets qui sont possibles. Du coup, c'est le seul lien qu'on a pour le moment avec les JO à ma connaissance. Si on va participer aussi, aux journées olympiques ou paralympiques qui sont organisées de manière ponctuelle sur certains territoires. Ouais, c'est ce que j'allais te dire. Est-ce que aujourd'hui, typiquement, là dans le monde un peu paralympique, tu as des exemples d'athlètes qui peuvent être amenés dans leur quotidien à utiliser les mêmes appareils que vous utilisez chez Hans pour se maintenir physiquement, voire en vue de leur performance? Je pense que tous les athlètes paralympiques peuvent venir dans notre salle, parce que je pense qu'ils ont presque tous besoin de travailler la musculation du haut du corps. Donc, comme nos appareils sont totalement adaptés avec ou sans fauteuil, ils pourraient tout à fait venir chez nous. J'ai eu quelques contacts avec certains athlètes paralympiques, mais pour le moment, c'est jamais allé plus loin, et on rêverait, chez Hans et moi particulièrement, d'arriver à rencontrer notre futur parrain, notre partenaire, la personne qui pourrait représenter Hans au national ou même à l'extérieur, ou au niveau des grands décideurs, que ce soit de la Sécu ou des politiques. Mais pour le moment, on n'a pas réussi à entrer en contact avec ces personnes-là réellement, mais je suis super convaincu et motivé pour essayer d'avancer petit à petit mes pions, pour arriver à rencontrer des personnes, pour leur parler du projet, parce que à chaque fois qu'on parle du projet, les personnes sont très très intéressées, mais c'est peut-être pas les meilleurs mois là, hein, juste avant les JO, pour rencontrer tous ces athlètes, malheureusement. Oui, c'est sûr que j'imagine qu'ils sont un peu focus.
C'est lequel, celui que tu soutiens le plus, le sport que tu vas le plus suivre là pendant les JO? Alors moi, je suis un dingue de sport. De manière générale, j'ai toujours fait beaucoup de sport avant d'être malade, un petit peu moins après, mais je faisais tous les types de sports, de l'athlé, du rugby, du foot, du basket. J'ai fait énormément de judo, c'est mon tout premier sport. Pendant 15 ans, j'ai fait du judo. Et du coup, mon athlète de cœur, ce serait Teddy Riner, bien évidemment. S'il arrive à être champion olympique, ça va être quelque chose d'extraordinaire aussi, tout comme notre projet. Donc, s'il y avait un athlète à ressortir, ce serait Teddy Riner. Mais je vais regarder tous les sports. Et puis en plus, là, c'est en France, on n'aura pas de problème de décalage horaire ou quoi ou qu'est-ce. Mais ça va être, la télé, elle va être allumée H24 à la maison, sincèrement. Et la chance qu'on a, c'est que cette année aussi, les Jeux paralympiques vont bénéficier d'une retransmission télévisuelle extraordinaire aussi, où il y aura beaucoup de temps d'antenne sur tous ces sports. Donc, ça va permettre de montrer le handicap, le sport et le handicap. Et ça, c'est super intéressant. Mais moi, là, je suis devant la télé pendant 15 jours. Et à ton avis, alors, nos chances de médaille, tu les sens bien? Sur l'ensemble de l'équipe de France, je saurais pas trop dire, parce qu'il y a tellement de paramètres qu'on maîtrise pas sur... les sports sont tellement différents que c'est un peu compliqué. Mais je pense que l'engouement, le fait d'être en France, va quand même permettre... ça a quand même créé une émulation et des conditions favorables pour tous les athlètes. Donc j'espère qu'ils pourront faire de super Jeux olympiques et ce serait tellement beau quand même que Teddy Riner il ait sa médaille olympique, sa médaille d'or olympique, sa 3e comme ça en individuel, ce serait fort. Ouais, je te rejoins, ce serait une belle victoire française. Et tu vois, moi je trouve ça chouette aussi qu'on ait toute cette part pour les Jeux paralympiques. Ça permet de découvrir. Il y a quelques semaines à Paris pour l'édition de la Nuit du Bien Commun, on avait la chance d'avoir un gars qui s'appelle Cyril Sur-Seine qui fait partie de l'équipe des volleyeurs paralympiques de l'équipe de France, qui est un ancien du CPA 10 dans l'armée. Et tu vois, on parlait un peu volley et tout avec lui. Et c'est vrai que tu te dis, ouais, c'est des sports en fait que personne connaît, ou pas assez en tout cas, parce que médiatiquement on les voit peu sur les médias. Et ça, je trouve que les Jeux paralympiques soient autant retransmis cette année, c'est vraiment une belle réussite de ces Jeux à Paris. Oui, merci France Télévisions d'ailleurs, parce que c'est grâce à eux qu'il y aura autant de retransmissions. Mais même moi, il y a des sports paralympiques que je connais pas encore. Il y a des adaptations qui ont été faites pour créer un sport qui sont magnifiques et qui sont super télévisuels aussi. Parce que tous les ingrédients qu'il y a sur une Coupe du Monde de foot ou de rugby pour les valides, on a exactement les mêmes ingrédients dans le paralympisme. Il y a du stress, de la tension, c'est serré. Il y a des favoris qui sont battus par le petit outsider. Il y a exactement les mêmes ingrédients, donc il y a de quoi s'enthousiasmer de la même façon. Et il y a plein de sports, même moi, que je connais pas forcément. Ouais, je vais même aller plus loin que toi. Je vais oser une phrase. Alors, elle veut pas du tout choquer ou autre, mais souvent on allume un match paralympique en étant, en tout cas, je parle en tant que valide, pour l'avoir déjà fait plusieurs fois. Tu commences, j'allais dire, la partie par être un peu focus sur la question du handicap, et puis en fait très très vite, c'est le jeu qui prend le dessus, et c'est ni plus ni moins qu'une manière différente que celle que tu connais de jouer. Et c'est un volley où les gars sont assis alors que toi t'as l'habitude de les voir debout, mais en fait la tension, l'émotion est la même. Ça reste l'équipe de France qui joue, t'as envie de les soutenir, et comme tu dis, en fait on passe par toutes les émotions de la même manière qu'à la salle. En fait faut se motiver pour y aller, quand on en sort ça fait du bien, faut persévérer. Je trouve que le monde du sport, pour créer du lien entre entre tout, que ce soit la culture, les origines, j'allais dire les membres qui fonctionnent ou qui fonctionnent moins, c'est un véritable atout au quotidien. Oui, tout à fait. Moi, pour habitude, quand je me décris, je parle pas forcément de ma maladie parce que c'est pas ce qui me définit. Et bien, un peu dans cette dynamique-là et dans cette réflexion-là, on va voir du sport. Après, que ce soit handicap ou pas handicap, on s'en fout. C'est du sport. Et du coup, il y a tous les ingrédients du sport. Il y a toute cette tension, toute cette tactique, toute cette endurance. C'est le meilleur qui va gagner, qu'il soit handicapé ou pas. Après, dans le secteur paralympique, il y a des catégories en fonction du handicap
parce que les difficultés sont différentes ou pas. Ok, qu'il n'y a pas dans le sport olympique, de base, mais les ingrédients, ils sont tous les mêmes et on va regarder du sport. On va pas regarder des personnes handies qui font du sport. Et quand on arrive à dépasser cela, on a tout gagné. Quand on regarde des athlètes de haut niveau qui font du volley, qu'ils soient assis ou pas, et qu'on voit plus que les athlètes, c'est bon, on a gagné. On parle plus de handicap. Et moi, dans ma présentation personnelle aussi, dans la rue, si tu me croises dans la rue et qu'on parle, je vais te parler de la salle sport, je vais te parler de mes filles, des courses que je suis allé faire, mais je te parlerai très rarement de la maladie que j'ai parce que c'est pas le handicap qui me définit, mais c'est tout plein d'autres choses qui ont fait ce que je suis actuellement. Tu penses qu'un jour on aura des Jeux olympiques, j'allais dire au sens large, c'est-à-dire qu'on n'ira pas spécifier si c'est du paralympique ou pas? Je pense qu'au niveau organisation, ça risque d'être très très compliqué parce que rien que les athlètes qui viennent pour les Jeux olympiques, ça fait des milliers de personnes, plus tous les accompagnants, les coachs et compagnie. Ce serait très beau, hein. Mais là, sur Paris 2024, les Paralympiques ont déjà été avancés et rapprochés des Jeux Olympiques avec une première semaine, je crois, qui est pendant les vacances scolaires ou fin août pour pouvoir avoir une audience assez importante. Donc, on voit quand même que pour Paris 2024, il y a de très gros efforts pour rapprocher ces deux jeux, mais tout ensemble, ça me semble quand même au niveau organisation assez compliqué malheureusement. Comment tes filles, elles voient ça au quotidien, ton rapport à la fois au sport, ton engagement chez Hans et votre quotidien qui comprend aussi ta vie en fauteuil et toute la difficulté aussi parfois qu'il peut y avoir de l'accessibilité dans notre pays? Alors par rapport à Hans et à l'association, elles me disent « Oh, t'es encore en réunion, papa. C'est pas possible. T'es tout le temps en sport. Mais comment tu fais ? Pourquoi ? Comment ?» Elle me taquine un petit peu là-dessus. Normalement, j'ai toutes mes réunions ou tous mes rendez-vous entre 10h et 15h. Mais quand elles sont à l'école, sauf des fois, je me fais avoir et je prends des petits rendez-vous pendant les vacances. Et une fois sur deux, ça tombe pile sur la semaine où je suis avec mes filles, bien évidemment. Ce qui fait qu'elles ont ce sentiment de « papa, il est toujours en réunion ». Mais sinon, comme elles sont à l'école, elles s'en rendent pas compte forcément de cela. Et après, comment mes filles me voient, elles m'ont toujours connu handicapé, en fauteuil roulant, particulièrement la deuxième. La première, je marchais encore un peu, mais elle avait 1 an, 2 ans, donc elle aura aucun souvenir, elle n'a aucun souvenir. Mais on a des photos de moi avec elle debout. Mais sinon, la deuxième, j'étais déjà en fauteuil roulant. Et pour elle, le fauteuil roulant, c'est un objet de décoration et de jeu dans la maison. Si j'ai le malheur de quitter mon fauteuil roulant, qui je retrouve dessus, une de mes filles. Elles savent le manipuler, que ce soit le manuel ou l'électrique, elles savent le manipuler mieux que moi. C'est très intuitif, donc c'est pas compliqué. Et à la maison, moi, elles jouent à faire les handicapés, à se mettre des plâtres, à boiter, à avoir mal quelque part, à créer des raideurs ou de la spasticité quand j'ai les jambes qui gigotent dans tous les sens. On a d'ailleurs plein de jeux accessibles. On a un Ken en fauteuil roulant, on a des Playmobil en fauteuil roulant. On a acheté une radio télécommandée, c'est un fauteuil roulant, c'est un produit aux États-Unis. Aaron, je ne sais plus comment il s'appelle, qui a créé un partenariat avec Hot Wheels pour créer une voiture télécommandée, mais en mode fauteuil roulant. Le gars, il est en fauteuil roulant. Et du coup, nous, on parle de handicap de manière naturelle. Et mes filles, dans les transports en commun, quand je suis avec elles, elles regardent les gens, mais handicap ou pas, et puis elles vont me dire « Ah, t'as vu les chaussures de la dame ? Ouais. Ah, t'as vu le fauteuil, là ? T'as vu les roues qu'il a sur son fauteuil ? Elles sont top, ça te plairait bien, ça, papa ?» C'est totalement naturel, je pense. Et elles ont, du coup, développé une super sensibilité à la prise de conscience de l'accessibilité. Des trottoirs, les gens mal garés, des choses comme ça. « Papa, tu passes pas, là. Il va falloir que tu descendes. »« Oh, là, tu passes, papa. Ah, attends, je vais te faire de la place pour passer dans le magasin. » parce qu'il y a des personnes qui sont devant moi. Et elles participent et elles m'aident beaucoup. Et d'ailleurs, il faut que je fasse attention à pas trop les solliciter. Mais le handicap à la maison, il est naturel. On fait pas la différence. Tout le monde fait les mêmes choses et on en rigole beaucoup.
Comment tu gères ça justement dans le quotidien, le fait qu'elles soient donc elles ont un rôle et c'est normal d'aidantes où elles t'aident au quotidien parce que c'est la réalité aussi de ta vie et que ce besoin il est là, mais comme j'allais dire, enfin moi aussi mes gamins peuvent aider aussi à la maison et rendre service. Toi c'est peut-être plus inhérent au fait que tu sois en fauteuil et moi à d'autres choses. Peut-être parfois c'est juste moi qui ai une grosse flemme d'adulte de me bouger. Mais comment tu gères cette relation justement avec elles pour trouver, j'allais dire, le bon positionnement. S'agit pas de les aseptiser et en même temps, tu l'as dit à juste titre. Comment t'as la bonne distance? Eh ben, c'est très très compliqué parce que j'ai encore du mal à discerner les moments où c'est de l'aide, mais comme dans toute situation familiale, et des fois là, des moments où c'est de l'aide un peu plus parce que lié au handicap. J'essaye de regarder un peu leur attitude non verbale, de voir ce qu'elles font ou pas, ce qu'elles sont en train de faire ou pas. Mais il faut que je sois très très vigilant parce qu'elles restent des enfants, c'est mes filles et je veux pas qu'elles deviennent mes aidantes. Et c'est encore un peu compliqué de mon côté à gérer cela. J'ose pas des fois et puis des fois j'ose trop. Il y a des associations aussi pour ces jeunes aidants. Il y a des associations qui existent pour qu'ils puissent se rencontrer et qu'ils puissent discuter de leurs problématiques. Ouais, je pense à la pause brindille. J'ai enregistré un épisode avec Axel il y a quelques semaines. Eh ben, c'est tout à fait à cette association que je pense, Pause brindille. Je pense que mes filles vont très très vite. Je vais leur expliquer et je les orienterai vers cette association. Et des fois, elle me dit non papa là, je peux pas ou je veux pas. Bon d'accord, j'insiste pas ce côté-là, mais il faut vraiment que je sois très très vigilant parce que elles restent mes filles et il faut pas qu'elles deviennent plus que cela en passant sur une position d'aidant parce que certes elles vont se construire dans le handicap, l'ouverture au monde et aux autres, mais il faut pas que ça devienne un fardeau pour elles et trop. Et il faut que je sois super vigilant moi pour être dans le juste milieu et je reconnais que j'ai encore un petit peu de mal actuellement. Et alors, j'ose te poser une question, Alexandre, plus large et en même temps un peu personnelle, mais comment toi, t'arrives à dire aussi parfois à tes amis, à tes proches, ce besoin que tu peux avoir dans certaines situations d'être aidé? Est-ce que c'est quelque chose d'assez simple et qu'est-ce que nous, si j'élargis ma question, qu'est-ce que nous, en tant que valides, qui avons des amis qui peuvent être en fauteuil, qui peuvent avoir une situation de handicap ou autre, quelle bonne attitude on peut avoir aussi pour proposer de l'aide et tu vois sans être non plus dans la victimisation ou dans la peur. Comment on peut aider là-dessus à être ajusté? Oui. Alors là, on est aux limites de la question philosophique et de la réflexion philosophique. Je me pose souvent la question et c'est effectivement très très dur pour moi d'y répondre personnellement. Je reconnais qu'il y a quelques années, je n'osais pas demander d'aide. Mais alors pas du tout. J'allais galérer à faire quelque chose pendant 1 heure, alors que si j'avais demandé de l'aide, en 10 secondes, c'était fait. J'osais pas du tout demander. Avec l'augmentation du handicap, j'ose de plus en plus demander de l'aide aux personnes qui m'entourent, mais il m'arrive encore des fois de me dire non mais essaye de faire tout seul et puis c'est pas grave, tu remonteras ton pantalon autrement ou tu feras telle autre chose autrement. Mais j'essaye d'y arriver un peu plus. Moi, je pars du principe qu'il faudrait juste demander à la personne quelles sont tes attentes et tes besoins. Et moi, par exemple, mon épouse a très bien compris que tant que je lui demandais pas d'aide, il n'y avait pas besoin qu'elle intervienne. Et c'est moi qui allais la solliciter à ce moment-là parce que j'ai un problème X ou Y. Tiens, est-ce que tu peux m'aider pour telle chose? Mais parce que au fur et à mesure, on s'est accordé, on s'est mis d'accord sur mes besoins et mes demandes. Mais autour de moi, il y a encore plein de personnes qui vont aller devant et qui vont anticiper mon besoin. Et alors ça m'énerve au plus haut point. Mais parce que ces personnes-là, je leur ai jamais dit, moi je fais, et si j'ai besoin d'aide, je vous demanderai. Donc je pense que pour des personnes que vous croisez à l'extérieur, qui sont handicapées, X ou Y, handicap, n'hésitez pas à leur dire, je suis à ta disposition, tu me fais signe, ou au contraire, qu'est-ce que tu préfères? Tu préfères que j'intervienne tout de suite ou pas? Il faut juste s'accorder et se mettre d'accord, et puis après, comme ça, que ce soit vous ou que ce soit la personne handicapée, elle saura, elle demande de l'aide ou pas, si on intervient ou pas.
Ouais, mais une grande simplicité. J'aime beaucoup poser cette question pour être franc parce que j'y crois beaucoup pour l'avoir vécu aussi. Mais c'est pas toujours simple, effectivement, de part et d'autre, de basculer, en fait, de rendre simple la discussion. Oui. Après, il y a des personnes qui sont moins ouverts à la discussion, handicap ou pas, d'ailleurs. Donc avec certains, t'auras jamais de réponse, ou au contraire, il va t'envoyer dans le décor. Bon bah tant pis, on passe. Mais la plupart quand même sont cortiqués, ils réfléchissent, ils sont posés, et on peut discuter. En tout cas, si ces personnes, elles font partie de vos proches, je pense que vous pouvez tout à fait leur demander par où commencer. Et puis après, comme ça clarifie la situation et vous savez quoi faire, comment faire ou rien faire, parce que la personne n'a pas du tout besoin. Je suis d'accord et je pense qu'effectivement tu pointes du doigt un truc très important en fait. Il faut parfois juste oser demander comment s'y prendre. Plutôt que de dire j'ai peur de mal m'y prendre et du coup je fais rien, en fait pose juste la question très ouverte de comment est-ce que je peux t'aider ou comment pourrais-je t'aider dans un avenir. Et puis on décortique comme tu dis. On décortique, puis on prend une situation et puis petit à petit les réflexes vont prendre. L'idée c'est pas de passer de celui qui sait pas faire à celui qui sait faire en 5 secondes. L'amitié ça se nourrit aussi dans le temps, les relations aussi, donc on y va par étapes. Tout à fait. Excellent. Bon, merci cher Alexandre pour tout ce bel échange autour du sport, de Hans, de ton handicap, de ta vie de famille aussi. C'est toujours une joie de partager avec toi, dans ta grande simplicité, dans ta capacité à rendre aussi accessible et facile ce sujet, de tout ce que tu peux vivre. Merci aussi Thomas de nous permettre, de me permettre de m'exprimer sur toutes ces questions-là et situations-là. Encore une fois, il faut parler du handicap, il faut le montrer pour que ça devienne naturel et normal dans notre société et qu'on se pose plus les questions. Tiens, j'aide pas, sport paralympique, pas paralympique, est-ce qu'on les mélange? Mais qu'on vive tous les uns avec les autres en bonne harmonie. Et en tout cas, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux. ANTS, donc A-N-T-S, faut bien mettre A-N-T-S-association ou asso, parce que sinon ça vous enverra pas vers le bon site internet. Mais on a un site internet, on est présent sur les réseaux. Donc n'hésitez pas à nous suivre parce qu'il y a plein de jolis projets qui vont arriver dans les mois, dans les années qui viennent. Comme vous l'avez compris, le besoin il est national. Et puis n'oubliez pas la bouteille à la mer aussi d'Alexandre. Si jamais vous êtes un sportif de haut niveau, olympique, paralympique, que vous avez envie de soutenir l'association ou que vous avez une salle de sport, n'hésitez pas à contacter Alexandre, il répond très très vite. Merci cher Alexandre et à très bientôt. Merci beaucoup Thomas. À très bientôt. Bye bye. Merci d'avoir suivi cet échange, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre podcast et à lui mettre une note de 5 étoiles sur les différentes plateformes d'écoute. Ça nous aidera à le faire connaître. Retrouvons-nous dans 15 jours pour un nouvel épisode de Génération Bien Commun où nous continuerons à vous partager les témoignages de ceux qui s'engagent au service du bien commun.